Y'a plus de j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième moment culture. J'en avais déjà fait un il y a 6 mois qui portait sur Halloween. Donc c'était il y a 6 mois à Halloween, hein, c'est pas compliqué. Qui a d'ailleurs plutôt bien fonctionné pour le premier. J'espère que ce sera aussi bien pour celui-ci. Il a fait 108 vues en 6 mois, donc c'est pas énorme. Mais comme c'était mon premier moment culture, je savais pas si ça allait trop bien fonctionner ou si je savais pas trop comment ça allait se passer. Et je suis plutôt content du résultat. Donc j'espère les gens que ce sera aussi bien avec ce deuxième moment. Voilà. On va tout de suite passer au vif du sujet. On va parler cette fois-ci de Edward Snowden. Donc vous allez peut-être vous dire dans 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo vont sûrement... Quoi? Ah ouais, j'ai oublié de préciser. 90% donc 90 parce que... 90% parce que j'ai déjà remarqué un truc au cours de mes streams et tout ça. Il y a souvent des Français quand je dis 90 par exemple, c'est un exemple parmi, j'aurais pu dire un autre chiffre. Il se demande de quoi je parle, comme si je parlais comme si je commençais à parler arabe d'un coup, vous voyez. Mais en fait, c'est les chiffres sont différents, ça tout le monde le sait, mais euh, par exemple moi, quand un Français dit 90, je comprends très bien que c'est 90, quand il n'y a pas de souci. Mais l'inverse, j'ai déjà remarqué que ça, les Français ont un peu plus de mal, parce que souvent ils me disent, enfin dans les streams je pense pas, vous voyez, quand je dois dire un chiffre, je le dis en belge si on peut dire. Je dis 90% et puis après il y en a qui commencent à dire dans le chat quoi, qu'est-ce que t'as dit combien? 90% ça fait combien? Comme s'ils devaient faire un calcul interminable avec des racines carrées, il y avait un théorème pour savoir combien ça faisait en chiffres en français si je puis dire. Mais, mais non, c'est pas compliqué pourtant, mais bon. Donc je tenais quand même à préciser. Que donc c'est 90%, je suis sûr que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire mais c'est qui ce mec? Edward Snowden, alors que bon, il est quand même connu, mais bon, la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, même si ce qu'il a fait, je vais pas porter de jugement, je vais pas dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, juste vous faire découvrir dans cette vidéo ce qu'il a fait. Et donc voilà, il a quand même fait des choses relativement importantes, et donc c'est ça qui m'étonne. J'ai remarqué que beaucoup de gens ne connaissaient pas cette personne, donc vous pouvez demander, hein, si vous ne connaissez pas, demandez, faites le test autour de vous, demandez à votre papa, demandez à votre maman, demandez à votre voisin, à votre grand-père, à votre grand-mère, à votre poisson, à votre chat, n'importe qui vous demandez à quelqu'un, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui le connaît. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, parce que je dis, bon, c'est un peu bête, ça va peut-être pas intéresser tout le monde comme d'habitude, mais c'est un peu bête qu'il ne soit pas plus connu que ça pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait quand même des choses importantes, mais encore une fois, je vais pas dire si c'était bien ou mal ce qu'il a fait. On va juste vous exposer les faits. Donc voilà, alors tout d'abord, cette personne, voici son visage, comme ça vous avez une petite idée d'à quoi il ressemble. C'est Edward Snowden. Il est né en 1983 en Caroline du Nord, donc un petit état des États-Unis que vous voyez apparaître juste là. Comme ça, vous voyez un peu plus ou moins où ça se situe sur la carte. Il est né en 1983, donc vous faites le calcul pour savoir son âge. Pour les moins forts en maths, ça s'affiche là. Et, euh, et donc voilà, il est né là-bas, tranquillement dans sa petite ville. Pour vous situer un petit peu le genre de la famille, sa mère travaillait à la cour fédérale du district, donc c'est une cour aux États-Unis, hein. Et la sœur de Edward Snowden, elle était avocate, donc il travaille un peu sa mère et la fille dans le même milieu. Et le père, lui, enfin, il travaillait dans les gardes-côtes. Un officier des gardes-côtes, quoi. Enfin, maintenant il est retraité, mais ben voilà, donc il a quand même une belle place. Il avait quand même une belle place, le père, la mère, bon, et la sœur aussi, hein, ils font tous des métiers assez bien, je veux dire. Donc lui, forcément, il allait pas faire maçon, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous dire un petit peu là, on va passer tout de suite un peu à ses études, ce qu'il a fait avant de... Parce que bon, avant d'être connu pour ce qu'il a fait, il n'était pas vraiment connu, à part de son entourage bien sûr, hein, mais il n'était pas connu mondialement, ni même peut-être nationalement, il était peut-être pas fort connu non plus, parce qu'il faisait tout simplement rien de très spécial. Vous allez le voir par la suite, je vais vous parler maintenant un petit peu de ses études et puis de ce qu'il a commencé à faire comme premier métier et tout ça. Donc voilà, son truc à Snowden, lui, c'était l'informatique, donc il a voulu faire des études là-dedans. Donc toute son enfance, il a passé dans un lycée spécialisé. Il a fait des études d'informatique, mais il n'a malheureusement pas terminé sa licence parce que il avait, pour cause de maladie, tout simplement, apparemment, il aurait loupé 3 mois de cours, ce qui l'a malheureusement
ce qui l'a malheureusement obligé à recommencer son année, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. Il aurait pu repasser son année dans un autre lycée, mais il n'a pas fait. Il a choisi de prendre des cours en ligne pour continuer à apprendre l'informatique, mais en ligne, ce qui malheureusement n'apporte aucun diplôme. Parce qu'en gros, il y a ce qu'ils appellent le GED, donc je le dis à la française, GED, donc les trois initiales, ça veut dire Général, Éducation, Développement, bon voilà, ne me demandez pas trop. En gros, c'est un espèce de diplôme qui dit que vous avez bien passé cinq examens et que vous avez des compétences académiques en informatique par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'il comptait avoir, mais qu'il n'a pas eu parce qu'il a été malade, je rappelle, 3 mois, puis après il a pris les cours en ligne et tout ça. Mais pour finir, je ne sais pas combien d'années plus tard, ni peut-être combien de mois plus tard, il a fini par obtenir ce fameux GED. Après avoir fait malgré tout ses cours en ligne, il a repassé le concours, le diplôme, il a eu son diplôme et tout ça. Bon, il a eu ce qu'il voulait au niveau informatique. Après, je sais pas ce qui est arrivé dans sa tête, et il a eu une zine, il s'est fait, moi j'ai fait l'informatique, mais non, 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 non. Maintenant je veux aller à l'armée. Mais même pas l'armée, il a même pas voulu aller à l'armée. Vous voyez, il aurait pu aller à l'armée et avoir un poste qui est en rapport avec l'informatique. Je sais pas, il aurait un poste où il est derrière un PC, il s'occupe de la gestion de je sais pas quoi, moi, dans un bureau quoi, mais à l'armée. Non, non, lui il a fait ses études d'informatique et puis il s'est dit, moi je veux aller à l'armée, mais pas à une place spéciale. Non, je veux combattre, je veux être sur le terrain et être un simple militaire pour aller combattre, et pas n'importe où en plus. Il voulait absolument aller combattre en Irak parce qu'il disait qu'il voulait libérer le peuple libre contre l'oppression. Donc bon, c'était son choix, mais c'était un peu quand même bizarre parce qu'il a fait quand même pas mal d'études en informatique et puis après il s'est dit bon bah non, moi je vais moi je vais à l'armée, je vais combattre, voilà. Bon, c'était son choix. Donc bon, comme il rentrait dans l'armée, on lui a dit d'accord, tu vas aller en Irak, machin machin. Mais avant ça, ben, il fallait qu'il s'entraîne bien évidemment. Donc il a passé je sais pas combien de mois à faire des entraînements pour partir là-bas. Et il se trouve que pendant ces fameux mois d'entraînement, il s'est brisé les deux jambes à l'entraînement. Ce qui est fort peu pratique, hein, vous comprenez bien, pour aller combattre. Donc il a dû arrêter. Il aurait pu attendre de faire sa revalidation et tout ça, et puis de reprendre les entraînements et repartir en Irak plus tard, mais il se trouve que l'idée de partir à la guerre comme ça lui avait passé. Donc le temps qu'il fasse sa revalidation, qu'il puisse de nouveau remarcher, eh bien l'idée de la guerre, l'Irak, tout ça, c'était passé au-dessus de lui, tout ça, et il a été engagé par la NSA, donc c'est là que les choses plus ou moins sérieuses commencent. Il a été engagé par la NSA en tant qu'agent de sécu, en tant qu'agent de sécu dans une université du Maryland. Donc voilà, il a fait agent de sécurité, il travaille pour la NSA, donc comme je l'ai dit, dans une université, jusque-là rien de bien spécial, mais il commençait à travailler pour ce genre d'agence-là. Voilà, une fois qu'il a eu terminé son contrat avec la NSA en tant qu'agent de sécu, il est passé à la CIA cette fois-ci, en sécurité informatique. Donc là, on le retrouve un petit peu... bon, ça devient un peu plus logique parce qu'il a fait des études d'informatique, il va enfin faire un boulot qui lui convient, enfin qui est en rapport avec ses études. C'est le premier vrai boulot qu'il trouve en rapport avec les études qu'il avait faites. Donc engagé par la CIA en tant qu'agent de sécurité, enfin en tant que... Il travaillait dans la sécurité informatique, donc gestion, enfin voilà, vous avez compris. Donc voilà, ça c'était son deuxième job, CIA. Donc il a travaillé là pendant quelques années, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est en 2004. En 2004 qu'il est rentré, il est rentré à l'armée en 2004, à 21 ans. Il n'a pas fait il n'est pas resté longtemps, comme je vous l'ai dit, il s'est brisé les jambes. Et puis après, donc, vous faites les calculs plus ou moins, je dirais, je n'ai pas les dates exactes, mais je dirais qu'il est rentré à la NSA 2006, 2005, 2006, et puis CIA pareil, vu qu'il n'est pas resté longtemps à la NSA, il est peut-être resté un an en tant qu'agent de sécu. Et donc voilà, il était à, disons 2006, là il devait être à la CIA en sécurité informatique, il est resté là une bonne année, et en 2007,
de 2007 à 2009, la CIA lui a dit il y a une mission à faire à Genève, donc en Suisse. Mission qu'ils avaient à faire là-bas et qui était plus ou moins formatrice pour... parce que bon, c'était quand même un agent, il était quand même novice, hein, même s'il a fait plein d'études, il venait de rentrer à la CIA, donc on lui a fait une sorte de mission formatrice à Genève, il était bien évidemment pas tout seul. Ça a duré plus ou moins 2 ans, cette mission, mais ça lui a pas plu parce que déjà là, il s'est rendu compte des activités un peu... il s'est rendu compte que la CIA avait des activités qui ne lui plaisaient déjà pas trop. En gros, ils ont été donc à Genève. Et donc pour recruter quelqu'un, ils ont saoulé un mec, ils lui ont dit ouais, bon, maintenant que tu prends ta voiture, tu rentres chez toi. Cette personne s'est fait arrêter par je ne sais pas quel stratagème qu'ils avaient peut-être pu inventer. En tout cas, cette personne s'est fait arrêter et elle avait bu, elle avait peut-être des antécédents, je ne sais pas. En tout cas, ils ont fait en sorte qu'elle se fasse arrêter et alors qu'elle avait bu. Donc ils prennent la voiture ayant bu et qu'elle se fasse arrêter. Une fois arrêté, la CIA a fait en sorte qu'il puisse sortir hein, sans problème, comme ça. Ils sont venus l'aider et ils ont utilisé cette technique pour recruter cette personne chez eux. Donc ils ont fait, oui, on est venu te sauver alors que c'est eux qui l'ont mis dans la merde, mais bon. Donc voilà, ça lui a pas plu à Snowden, donc il s'est dit non. Il s'est dit non, ça c'est pas trop pour moi. Parce que bon, vous savez bien, vous allez voir par après, il va encore se rendre compte d'autres activités. Mais ça lui a déjà pas plu. C'est la première chose qui lui a pas plu, c'est cette mission là qui devait être formatrice, où ils ont vu ce que la CIA faisait. Ça lui a pas plu, les petites histoires que je vous ai racontées. Donc voilà, maintenant on va passer sur la suite. On se rapproche plus ou moins des événements. Les événements vont arriver dans 2-3 années. J'espère que ça vous plaît toujours autant. On est parti pour la suite. Donc voilà, pour la suite, en 2009, il va travailler pour un prestataire privé de la NSA sur une base militaire au Japon. Donc, petite précision, pourquoi au Japon? Parce que, en fait, il se trouve qu'il a fait, je ne sais pas à quel moment de sa vie, j'ai pas vraiment trop su me renseigner là-dessus, mais il se trouve qu'il a fait des études, qu'il a étudié le japonais tout simplement, donc il a au moins quelques notions de japonais, même de très bonnes notions, je pense. Et voilà, donc on l'a envoyé là-bas sur une base américaine au Japon pour travailler pour la NSA cette fois-ci. Donc il avait quitté la CIA, il avait arrêté la CIA, il est repassé pour la NSA. Voilà, suite aux affaires qui s'étaient passées avant. Et donc là, il est sur sa petite base militaire là au Japon. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre quand il a fini cette mission-là? Il a travaillé pour Booz Allen. Booz, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, je m'excuse d'avance. Ça s'écrit B-O-O-Z. Moi je dirais Booz. On va dire Booz Allen Hamilton, qui est une grosse firme, une vieille firme déjà, enfin, une vieille société qui est très bien, qui a une très bonne réputation, pardon. Pour des conseils de gestion en fait. Donc c'est une des plus anciennes sociétés américaines en conseil de gestion. Donc voilà, il a été travaillé pour eux sur une des îles de l'archipel d'Hawaï, donc dans un truc bien perdu là-bas. Il a été travaillé là-bas pour eux et il était administrateur système, donc il avait accès à beaucoup de choses étant donné qu'il était administrateur système tout simplement, et il avait accès à beaucoup de choses, dont la fameuse liste des ordinateurs et des différents PC, des différents téléphones espionnés par les États-Unis partout dans le monde. Il avait accès à cette fameuse liste et à aussi bien d'autres choses. Et donc en fait pendant tout le temps qu'il travaillait là-bas, il a pu regarder un petit peu tout ce qu'il pouvait voir à chaque fois qu'il faisait... vu qu'il avait accès à tous les PC, bah à chaque fois, il regardait un petit peu à quelle liste il avait accès. Il a fait son petit plan au fur et à mesure du temps qu'il travaillait.
Et puis un jour, il avait déjà, parce que après les fameuses révélations, il a été interviewé, enfin, il a été interviewé et tout ça, et il a dit qu'il avait accepté le poste chez Hamilton rien que pour ça. Donc il savait bien à l'avance que en allant là-bas, c'était pour récupérer des informations. Il savait bien qu'il allait avoir accès à énormément d'informations. Et donc, d'après lui, après, c'est ce qu'il a dit, hein. Peut-être que c'est pas vrai. Mais en tout cas, quand on l'a interviewé, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai été là-bas dans le but de faire ça, d'aller chercher des informations et de me tirer avec. Donc bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas, mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a fait. Pourtant, il gagnait très très bien sa vie, donc on peut pas dire que bon, il en avait marre et tout ça, parce il gagnait 200 000 dollars par an. J'ai fait le calcul pour vous, ça donne 14 000 euros par mois. Je pense qu'on peut qualifier ça de convenable, hein. 14 000 euros par mois, franchement, c'est vachement pas mal. Donc voilà, c'est un peu, c'était ses revenus. Donc voilà, il était quand même, il avait une vie, on peut dire cool, hein. Donc voilà, mais bon, il a décidé de se barrer. Il a décidé de se barrer avec toutes les informations, donc la liste des PC, des trucs, tout ce qui était espionné par les Américains. Il s'est barré avec ça dans 4 ordi. Donc il avait 4 PC différents avec des informations dans chaque. 4 PC portables, il s'est barré avec tout ça à Hong Kong. Il a dit je ne sais plus quoi, vous allez savoir tout de suite parce qu'on va passer aux informations. Je vais vous expliquer un petit peu maintenant ce qu'il a fait, où est-ce qu'il s'est barré avec les informations, qu'est-ce qu'il a révélé plus ou moins, même si ça je vous l'ai déjà un peu dit. Et voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que pour le moment il s'est barré avec les 4 PC et toutes les informations qu'il avait recueillies chez Hamilton. Il s'est barré à Hong Kong avec tout ça. Donc voilà, maintenant on passe à l'avant-dernière partie où je vais vous expliquer un petit peu tous les chemins qu'il a fait avant d'en arriver où il est maintenant en Russie. Donc voilà, alors après il va partir aussi à... Donc je vous ai dit, il va partir à Hong Kong, hein. Il s'est barré avec toutes ses PC, ses preuves, enfin ses informations là-bas. Il est parti à Hong Kong, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il avait déjà étudié le japonais, donc ce qui parle relativement bien japonais. Ce qui est quand même pas mal, hein, pour s'exiler dans un pays, autant parler la langue. Bon, il aurait pu aller dans un pays anglophone, mais bon, c'est pas le cas. Il est parti à Hong Kong parce que aussi il y avait beaucoup de cibles de la NSA qui se réfugiaient là-bas, donc il s'est dit bon, si eux ils ont fait pas comme ça, moi je ferais bien comme ça aussi. Donc voilà, il n'était pas le seul à être bon. C'était sûrement une des plus grosses cibles, même sûrement la plus grosse cible de la NSA à ce moment-là. Mais en tout cas, il y avait quand même d'autres cibles à Hong Kong qui étaient réfugiés et tout. Il a dit aussi qu'il a révélé un petit peu toutes les informations pour faire connaître aux gens un peu l'hypocrisie du gouvernement, du gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain disait toujours oui, nous on espionne certes, mais on n'espionne pas d'infrastructures publiques contrairement à nos ennemis. Ennemis qui seraient par exemple la Russie, hein, parmi tant d'autres. Et donc il disait toujours ça que eux ils espionnaient mais pas les infrastructures publiques, tout ça. Donc quand Snowden a vu ça, vous pouvez comprendre un peu l'envie qu'il a eu de divulguer tout ça parce qu'en fait c'est pas vrai du tout, hein, ils espionnent tout et n'importe quoi, que ce soit public ou pas, ils espionnent. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit. Autre chose, il était dans une planque à Hong Kong et il y avait des avocats avec lui. Plusieurs même, il n'y en avait pas qu'un. Qui étaient là pour le conseiller, tout ça. Et ça c'est une petite anecdote, hein, on s'en fout peut-être, mais je vous la raconte quand même. Il avait, quand ses avocats venaient lui rendre visite à la planque, ils lui demandaient de mettre leur téléphone portable dans le frigo. Parce que bon, il y avait un frigo dans la planque quand même. Parce qu'en fait, c'est pas le froid, ça n'a rien à voir, mais les parois d'un frigo, les parois d'un frigo font comme s'il y avait un dôme autour du truc qui empêche toute écoute du téléphone portable ou autre, même si
même si un shaker aurait pu apparemment, selon certains spécialistes, mieux fonctionner. Mais bon, en tout cas, s'ils avaient rien sur la main, pour empêcher qu'on puisse mettre sur écoute leur téléphone ou autre, sans chaque fois l'éclater en rentrant et en racheter un tous les jours, ils le tapaient dans le réfrigérateur. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et donc après, il n'est pas resté longtemps, il est resté que un mois à Hong Kong, au Japon. Après, il s'est barré à Moscou avec une conseillère de Wikileaks. Wikileaks qui est un site qui permet de... Vous en avez... Ceux qui ont entendu parler de Snowden ont d'office entendu parler de Wikileaks. Wikileaks qui a été créé par Julian Assange. Et c'est un site qui permet de... il y a d'ailleurs eu beaucoup d'histoires avec ce site aussi, mais on va pas rentrer là-dedans. Qui permet de révéler des informations tout en protégeant les sources des auteurs des révélations. Donc en gros, on pourrait révéler un peu ce qu'on veut sans que personne ne sache qui on est. Chose que Snowden voulait faire, hein, sauf que bon, lui, on a vite compris qui il était. Mais bon, et donc il a voyagé avec cette conseillère de Wikileaks, il a été jusqu'à Moscou. Moscou, il est resté coincé dans l'aéroport là pendant pas mal de temps. Le temps que les Russes acceptent un asile politique et tout ça. Il a fait une demande d'asile politique un peu partout, dans plus de 20 pays, hein, 22 pays je crois, un truc comme ça, dont la France, dont l'Italie, dont l'Espagne, dont Cuba, oui, Cuba, dont aussi l'Équateur. D'ailleurs ces deux pays-là, ils ont cru à un moment, alors que Snowden n'avait absolument pas bougé d'un pied de l'aéroport, ils ont cru à deux fois qu'il s'était barré, une fois en Équateur, parce que bon, il avait demandé l'asile politique à 20 pays, hein, mais deux fois ils ont cru qu'il avait été... une fois ils croyaient qu'il s'était barré à l'Équateur, et une fois ils croyaient qu'il s'était barré à La Havane, à Cuba, alors que lui était toujours dans son aéroport. Donc voilà. Aussi il y a eu un accident avec l'avion du président bolivien, qui revenait d'une conférence à Moscou, et on croyait que Snowden était dans son avion. Du coup l'Espagne, l'Italie, la France, ils ont fait non, vous passez pas au-dessus de notre territoire en avion. Du coup il a dû se poser en Autriche, enfin il y a eu toute une histoire avec ça, alors que Snowden n'était encore une fois pas dans cet avion, il était toujours en Russie, tranquillement. Donc voilà, petite histoire encore une fois. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe en gros, je vais vous passer plein de détails parce qu'en Russie il a fallu qu'ils se mettent d'accord. Il a eu d'abord un droit de séjour. Au début, la Russie n'a pas voulu accepter son asile politique, donc ils lui ont mis un droit de séjour d'1 an. Et après, il devait se barrer, voilà. Mais lui, il voulait l'asile politique. Après, bon, la Russie a un peu réfléchi, ils se sont dit... comment ? Étant donné qu'ils étaient un peu fâchés, bon, comme ils le sont toujours, contre les États-Unis, comme quoi ils avaient laissé rentrer, ils avaient laissé rentrer Snowden, ils n'avaient pas bloqué son passeport avant, et que donc ils l'avaient laissé rentrer sur leur territoire pour après l'empêcher de sortir en quelque sorte, puisque maintenant ils avaient bloqué le passeport. Ils les ont un peu accusés de l'avoir tapé en Russie et de l'avoir bloqué eux-mêmes en Russie, quoi. Donc bon, la Russie ils ont fait ouais d'accord, et donc pour finir ils ont accepté de lui donner l'asile politique. Sur base de quoi? Sur base que il était tout simplement en danger s'il retournait aux États-Unis. Les États-Unis ont dit on ne veut pas que la Russie l'extrade Snowden aux États-Unis, on demande juste que Snowden rentre par ses propres moyens de lui-même chez lui dans son pays. Ce qui ne fera bien sûr pas, parce qu'il sait très bien que une fois qu'il aura mis les moindres pieds aux États-Unis, ça va pas bien se passer, parce que déjà il sait très bien qu'il va pas être traité comme n'importe qui, qu'il a de grandes chances d'avoir la perpétuité ou peine de mort ou tout ce que vous voulez, et qu'en plus de ne pas être traité comme il faut jusqu'au procès, et de plus il avait demandé un procès public, ce que les États-Unis n'ont toujours pas accepté. Ils veulent faire un procès privé, donc tant que tout ça ne sera pas réglé, Snowden il remettra pas les pieds aux États-Unis,
Et même quand tout ça sera réglé, à mon avis, il va réfléchir à plusieurs fois avant de le faire. Enfin, quoi qu'il en soit, aux dernières nouvelles, la Russie a accepté un asile politique de 3 ans. Donc ça veut dire que jusqu'en août 2017, il est tranquille. Il peut rester en Russie, elle a accepté. Et grâce à ça, il peut même se barrer 3 mois à l'étranger. Donc s'il veut partir, ce qui ne fera peut-être sûrement pas, mais bon. Grâce à son asile politique, s'il veut se barrer pendant maximum 3 mois, il peut. Voilà. Donc ça c'était pour les infos. Que dire. Voilà, donc il est toujours en Russie. Hein, et aux dernières nouvelles, il a aussi fait une conférence. Il a fait une conférence. Il reste en contact un peu avec les journalistes, avec le monde entier. Dernière conférence date de début mars. Il avait fait une vidéoconférence depuis la Russie, toujours dans le cadre du festival du film. Et il avait dit que... il avait donné aussi une petite idée, enfin sa propre définition du patriotisme. Il avait dit exactement, je cite, le patriotisme n'est pas aimer un gouvernement, mais aimer un pays. Le patriotisme, c'est aimer son peuple. Pour dire que c'est pas qu'il n'a rien contre le peuple. En gros, il n'a rien contre le peuple américain, mais contre le gouvernement. Pour des raisons que vous avez compris, hein, depuis tout ce que je raconte, avec tout ce qu'ils ont fait, leur surveillance, l'espionnage public et tout ça. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'il a fait passer comme message dans cette vidéoconférence. Il a aussi dit que... attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses, là je lis. Le reste, j'essaie de retenir, mais là il y avait beaucoup à dire sur cette conférence, donc j'essaie de retrouver quelques informations. Ouais, donc voilà, encore une fois, il a dit que il n'accepterait jamais de retourner aux États-Unis tant que eux n'ont pas accepté, n'ont pas accepté de faire un procès public déjà. Et... oui, donc voilà, il a aussi parlé donc après faire sa définition du patriotisme, il a aussi parlé des mensonges que les États-Unis ont fait, comme les fausses preuves sur les armes de destruction massive qui a déclenché la guerre en Irak en 2003. Et donc voilà, il a parlé de ça, il a parlé aussi... il a parlé aussi qu'il se verrait bien être accueilli par la Suisse, mais que pour le moment il n'a aucun retour de l'État suisse, donc ça il ne sait pas encore, mais bon. Il a laissé entendre doucement que après, s'il ne pouvait pas rester en Russie après 2017, la Suisse serait un pays qui pourrait apprécier. Après, les Suisses ils n'ont pas encore répondu. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il ne veut pas d'un procès avec des interprétations secrètes du droit, machin, alors qu'ils n'ont pas accepté le gouvernement de procès public, hein, le gouvernement américain. Ensuite, qu'est-ce qu'il a encore dit d'autre? Ah oui, il se dit que c'est très très difficile pour lui dans sa situation de ne pas voir de ne plus voir sa famille, ses amis et tout ça, mais qu'il se sent pas déprimé parce qu'il a encore plein d'énergie pour se battre et essayer de, malgré les contraintes, essayer de s'en sortir. Et voilà, il est quand même content de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et il désespère pas quoi, il espère s'en sortir. Et j'espère qu'il arrivera à trouver une solution. Voilà. Donc voilà les gens, c'était un petit peu pour l'histoire de Snowden. Donc en gros, là il est toujours en Russie. Il est tranquille jusqu'en 2017. Tranquille pour rester en Russie. Il peut se barrer 3 mois quand il veut. À l'étranger. Et voilà, il continue à faire, je dirais, plus ou moins... peut-être tous les 6 mois des conférences et tout ça. Donc si vous voulez suivre le sujet, n'hésitez pas à checker de temps en temps sur internet des conférences qu'il a pu faire et tout. Donc voilà. Ici la dernière datait de début mars, c'était lors du festival du film sur les droits humains. Voilà. Qui se déroulait à Genève. Donc si vous voulez chercher un petit peu sur le net pour retrouver la conférence, si ça vous intéresse. Donc voilà, après autre information, il y a aussi un documentaire que je n'ai toujours pas vu et que il me faudra malheureusement voir. Je dis malheureusement parce qu'il n'est pas au cinéma, enfin il est sorti au cinéma en France, mais pas en Belgique, donc bon, vous êtes majoritairement français, mais en France il est sorti ce documentaire, ça s'appelle Citizen 4.
Il est sorti en France, je pense, je dis pas de conneries, mais je pense qu'il y a déjà quelques mois il est sorti. Par contre en Belgique, toujours pas d'informations, il n'est pas encore sorti, on ne sait pas s'il va sortir. Dans tous les cas, il me faudra absolument que je vois ce documentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à taper ça, Citizen Force. Citizen Force, ça s'écrit comme ça se prononce, pas compliqué, C-I-T-Y. Et puis Zen et F-O-U-R. Enfin soit, je vous mettrai le lien dans la description si je trouve un petit site qui parle du documentaire. Et n'hésitez pas à le regarder si vous avez bien aimé le sujet, moi il faut absolument que je le vois aussi. Et voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire, je n'ai sûrement pas expliqué ultra bien, j'ai sûrement dû louper plein d'informations, ça a déjà duré quand même relativement longtemps la vidéo. En tous les cas, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez remarqué des trucs que j'ai mal dit, que j'ai oublié de dire aussi, n'hésitez pas à me le dire, comme ça ça me permettra de rectifier en annotation sur la vidéo par exemple, et puis comme ça je saurai personnellement ce que j'aurais fait comme erreur. Voilà, merci d'avance, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un petit j'aime, ça ferait plaisir. Si vous avez des questions ou des commentaires, dans les commentaires tout simplement. Et pensez aussi à vous abonner, j'ai aussi une chaîne secondaire, je le rappelle, Yeti Super secondaire, donc c'est pas compliqué, vous verrez quand vous serez sur ma chaîne principale, ce sera pas compliqué, elle sera à droite dans la subbox et tout ça, vous ne devrez pas la louper. Ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à vous y abonner aussi, ça me ferait plaisir. D'ici là, portez-vous bien, c'était Yeti Super, tchou.